Salut, moi c'est Valentin Cuneau, je suis militaire au 27e bataillon de chasseurs alpins et originaire de Thonon. Je vais participer dans la Race Cross America, une course d'ultra-distance de 4900 km à vélo à parcourir en moins de 12 jours sans étape. On part d'Oceanside en Californie pour traverser les déserts, les Rocheuses et les Grandes Plaines. L'arrivée se situe à Annapolis dans le New Jersey. Dans l'univers de l'ultra-distance, c'est la course phare la plus longue qui existe. Donc c'est ça qui m'a motivé à le faire, c'est de venir avec mon équipe pour participer à cet événement, pour représenter la France aux États-Unis. Je suis parti avec une équipe un peu particulière, c'est une bande de copains, donc c'est des amis à moi qui se sont portés volontaires pour m'accompagner sur cette aventure. Pour cette traversée, je vais utiliser deux vélos, un vélo à tout faire pour la montagne qui est confortable, qui me va bien, et un autre vélo plus typé chrono qui lui demande une position un petit peu exigeante, qui fait un petit peu mal au cervical, au dos, mais sur des lignes droites, des longues lignes droites, ça me fait vraiment gagner du temps, qui peut me servir en temps de repos, qui n'est pas négligeable. Au niveau des véhicules, bon, on s'est quand même fait un petit peu plaisir. On a pris un SUV, le plus gros en fait, c'est pas compliqué, on a pris le plus gros qu'on a pu trouver. Hyper confort, c'est tout neuf, donc pour l'assistance ça va vraiment être super, il est full option. Et puis le camping-car que vous voyez un peu derrière là, pareil on s'est dit, quitte à faire les choses, autant les faire bien. Donc on a pris un camping-car qui fait 9 mètres, il y a 6 couchettes, 2 lits doubles. Vraiment on a un sacré camping-car. Du coup, c'est vrai que l'arrivée aux États-Unis, elle était un petit peu compliquée. Il faut savoir que les autres équipes, en général, ont une semaine pour se préparer avant la rame. Et puis comme ça, tu peux prendre le temps vraiment de tout faire bien, de ta préparation, de faire des petites choses chaque jour pour être prêt le jour J, voire la veille. Et en tout cas, avoir un petit peu de temps pour toi. Nous, on est arrivé 48 heures à l'avance. Donc en fait, ça fait 2 jours qu'on fait des journées de 20 heures pour vraiment tout boucler. Du coup, c'était très intense, ça a été un peu fatigant, mais tout s'est bien passé. Je crois que maintenant on est prêt, il vaut mieux. Et voilà, on est en Californie, sous les palmiers. Quand on a pris le début de cette rame, c'était assez particulier parce que dès le départ, il y a eu un petit peu de stress. On a eu un problème avec le GPS. Donc à 10 minutes du départ, Victor il a dû prendre mon vélo pour aller chercher le deuxième GPS parce que le premier, il avait un problème avec la trace. Donc voilà, je me suis retrouvé bête à pied sans mon vélo au départ. Donc à quelques minutes du départ, on a résolu le problème. Et là, faut y aller. J'ai pu partir, j'ai laissé mon équipe sur la ligne de départ, je suis parti tout seul pendant un petit moment et donc là voilà, les premières sensations qui font un peu bizarre, on se dit qu'on part pour une douzaine de jours sur le vélo. Bizarre de se dire qu'on va pédaler pendant presque 5000 km. Bizarre de se dire qu'on va pas dormir avant 12 jours. Donc on psychote un petit peu, on se sent pas trop en forme, on a un peu mal aux jambes, on a un peu mal aux fesses, on se dit que ça pourra pas tenir aussi longtemps. Et très rapidement, il y a eu des côtes, la route s'est redressée, il y a eu des côtes vraiment raides. Voilà, ça y est, il fait chaud là. Première vraie montée. Là, il fait pas froid. C'était assez particulier, ça nous a mis dans le bain tout de suite.
Et après j'ai retrouvé une équipe d'assistants. Et là, voilà, ils ont fait le job, ils m'ont donné à boire, à manger, et ça faisait plaisir de les voir. Et puis là, on était dedans tout de suite, vraiment beaucoup de chaud, beaucoup de soleil, donc vraiment pas facile. Le mec, il... Ah ouais, déjà? Ah ouais. Éclaté. Vas-y, fais-toi sûr. Ils sont chargés là. Là, ça va être la guerre de la chaleur. C'est la guerre. C'est ça qu'il faut. Hein. Pas de témoin moteur, ça va? Témoin moteur, mais j'avais la dalle là. Go! Allez! Allez, on y va! Parfait! Allez, mec! Ah, c'est parti, mec! Tout! Allez, allez! Allez! Merci! Ciao! Ciao, ciao! Qui supporte Cop bien comme il faut. Le terrain était pas assez costaud. Nickel! Satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone. Donc là, on a fait une grande montée pour basculer de l'autre côté. Une grande descente, vraiment on a pris une bouffée de chaleur pour arriver sur Borrego Springs, ils appellent ça la poêle. On a vite compris pourquoi, c'est vraiment une fournaise. Et on a fait la descente, la chaleur elle me passait à travers les lunettes, ça me brûlait le visage, j'avais du mal à respirer, donc là on s'est dit que ça va pas être facile. La chaleur 40 degrés. Ça me brûle les yeux. Et donc là c'est la première fois que j'ai retrouvé le camping-car. Donc j'ai mangé une glace, un petit Mister Freeze, bu un coup, on s'est concentré. Et donc là il était vers les 19h, donc c'est la première fois où le véhicule suiveur s'est collé derrière moi. Et là on a attaqué le désert, on pensait que la chaleur allait se calmer, mais en fait la réverbération de la route, même de nuit, du coup il faisait plus de 35 degrés. On en remet à manger tranquille là, ça. 38 degrés ça va mieux. 38 degrés à 21h30. Je fasse gaffe, j'en capte des gouttes. Donc là c'est la première fois clairement que la voiture me suivait, donc on savait pas trop comment gérer ça. On avait oublié des affaires dans le camping-car, que j'avais besoin moi pour la nuit, donc du coup le camping-car avait pris de l'avance pour aller se reposer un petit peu et finalement il a dû faire demi-tour, donc grosse perte de temps. Et quand le camping-car est arrivé, on a eu une petite crevaison pour nous mettre dans le bain, mais au final pas grave. En 3 minutes on a réglé le problème, il a pris sa petite pause et puis il a pu repartir sur la selle comme si de rien n'était. Allez, parce qu'il faut rider toute la night. Allez, mi-étape. Merci. Allez, tout. Allez. À demain. Allez, ciao, ciao les gars. Ciao. Ciao. Ok. Allez, 80 bonnes, on sort de ce fourneau. Et donc nous, à ce moment-là, on est parti en avance avec le camping-car, histoire de trouver un spot pour faire les pleins, tous les réservoirs, et puis d'être prêt pour l'Arizona parce qu'on savait d'avance que ça allait être vraiment difficile. Ceux qui veulent prendre une douche, tellement il fait chaud, tout ça en l'air chaud, là, qu'il faut. Ouais, chauffe la bagnole. C'est les kilomètres où il faut pas doubler. Oui. Doubler. D'accord. Le mec il me disait stop, il me parlait. Je comprenais rien. Et il avait l'air s'énerver. Et là j'ai compris qu'il fallait pas passer. Donc là très tôt il s'est mis à faire vraiment chaud, encore plus que la veille. On a fait plus de pauses, de plus petites pauses, des pauses fraîcheur où je mettais vraiment de la glace au niveau de la nuque, au niveau de la tête. Et il fallait vraiment me refroidir régulièrement. Ah, c'est trop long.
Aux plus grandes chaleurs, on a eu quasiment 50 degrés. C'était une fournaise. Donc du coup, on faisait des bonds tous les à peine 4-5 km. Il me refroidissait, mon équipe m'attendait pour me refroidir et je repartais. Comment t'es pas trop le mec à sucer des glaçons? Barnaba, il va dire tu suces des glaçons. Allez, on y va. C'est bon. Donc ça nous faisait perdre du temps, mais c'est pas forcément perdu sur du long terme, étant donné que ça m'évitait de faire une insolation et de sécher sur la route, quoi. Avec quelle température là sur la route? 48 degrés. On n'a pas passé les 50. C'est chaud. Et comment on fait là? On va voir ici, il va faire frais dedans? On va dormir? Ouais, ils ont mis la clim. Il fait frais? Ouais. Ça se fermera jamais. On a eu des problèmes avec l'électronique, toutes les lampes, les batteries, elles tenaient plus à cause de la chaleur. Le GPS, ça fonctionnait plus, du coup on était obligé de les refroidir, les mettre dans le congélateur, les mettre dans la glacière. On a passé des kilos de glaçons pour me refroidir. C'était une sacrée traversée celle-là. Là, on a décidé de maintenir la stratégie qu'on avait prévue, c'est-à-dire de faire des pauses plutôt en milieu de journée, aux heures les plus chaudes, ce qui permettait de me reposer un petit peu, étant donné que j'avais fait la nuit blanche avant, et de me reposer pour la suite, pour se préserver un petit peu, et faire ça pendant les grosses chaleurs. Et là dans la montagne c'est pire. Là assez rapidement on arrive dans une partie montagneuse de l'Arizona. Mais 20 bornes à arriver, tu roules à 4 km/h. T'as vu, on faisait une course de limaces là. Putain c'est raide. C'est hyper raide en fait. C'est les belles montagnes rouges comme on imagine un peu tirées des westerns là. Donc pour moi c'était une sacrée étape. J'avais l'impression je venais de partir de la mer et on est déjà là. Donc belle avancée et belle étape psychologique. Merci. C'est bien ce que tu nous fais là. Bon là, arriver à Prescott, c'est quand même une belle étape psychologique. C'est la fin des montagnes de l'Arizona, prêt à retourner dans le désert et bientôt traverser la frontière avec l'Utah. Donc on fait tous une bonne pause, une bonne sieste, un bon repas et puis on rattaque. Là on a passé une nuit à rouler dans un désert un peu... il faisait nuit mais il n'avait pas l'air intéressant. C'est un désert. Bah, au moins on le voit pas trop là. Mais le vent, c'est chiant. J'entends rien. Et puis du coup, en arrivant dans l'Utah, donc c'était en fin de nuit, il y avait un barrage de police qui bloquait la route. Donc là, on était en avance avec le camping-car. On a trouvé un petit chemin. Donc on avait fait du 4x4 avec le camping-car. On a dû déplacer des plots dans une propriété privée pour pouvoir passer. On a fait passer Valentin là-dedans. Donc c'était un petit peu atypique, on va dire, mais bon, ça l'a fait quand même. On a réussi à passer ça. Ça nous a fait arriver au lever de soleil au niveau de Monument de Vallée. Donc c'est vraiment, c'est comme dans les films, quoi. C'est grandiose. Et avec les lumières du lever de soleil, c'est vraiment sublime. Ouais, là on en a quand même sacrément pris plein les yeux. À ce moment-là, on était toujours en Utah, mais on rentrait gentiment dans les contreforts des Rocheuses du Colorado.
et mine de rien ça se faisait sentir. Il y avait quand même un petit peu plus de dénivelé, c'était vallonné, donc ouais, il fallait s'adapter, changer de vélo régulièrement et puis surtout rester concentré. Oh les Spielberg, on dira ou quoi? Voilà la faute technique. Il y a ces moments-là où vraiment tout est dur, éprouvant, pas agréable. Mais il faut pas oublier que après ça, il y aura toujours un moment où ce sera plus facile, plus agréable et plus plaisant. Et je pense que c'est là-dedans que Val arrive toujours à trouver de l'énergie et de la force en disant que même si là c'est vraiment horrible, et ben après ça ira mieux. Ensuite, les grands rochers rouges ont laissé place aux jolis sapins de montagne. Là, je me sentis un petit peu comme chez moi, mais toujours dans la démesure. Hein. Les sapins sont plus grands, les routes sont plus larges, toujours pareil. On était un peu chez les trappeurs américains, des peaux d'ours accrochés au mur, et, comme dans les films. On revient dans 5 minutes. Impeccable. Bon état. Donc là c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé cette partie avec beaucoup de faune, vraiment beau, on a retrouvé de la fraîcheur, du très frais, 2 degrés, donc sachant que la veille il faisait presque 50, ça fait un gros delta. Mais voilà, du coup on était équipés, on avait tout ce qu'il fallait, on a mis des doudounes, on a géré ça, les montées ça m'a fait plaisir, les descentes on n'a pas eu trop froid, on a fait attention. Donc là c'était vraiment une étape plaisir. On est vraiment dans la partie des Amérindiens, enfin c'est super intéressant et intriguant en même temps. Et du coup là nous on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette dans le thème, surtout que Valentin du coup il voit pas trop les paysages, il roule tout le temps, il est concentré sur le vélo, il est fatigué. Et du coup on a essayé de le faire rire un peu, donc on s'est acheté une tenue d'américain avec le chapeau de cow-boy, un vrai de vrai, une chemise avec un énorme drapeau américain et on a pu faire un petit peu d'animation comme ça, ouais ça l'a fait rire quand même, c'était marrant. À ce moment-là, on avait déjà changé un petit peu la stratégie parce qu'on était un peu à la bourre au niveau de la barrière horaire du Rango. Là, on a écourté une pause pour rouler, pour la faire plus tard, vraiment pour passer cette barrière. Et donc ça s'est joué à 2 heures près. Je crois qu'on avait 2 heures d'avance sur la barrière horaire. Donc ce qui n'est pas énorme, mais c'était correct pour continuer, quoi. Là, dans le Colorado, on passait les points les plus hauts de la course, donc à plus de 3000 mètres. C'est différent de chez nous, hein, parce qu'il n'y a pas des gros virages et on monte, c'est une autoroute, quoi. Donc c'est un peu déroutant. Mais l'ambiance était là, l'ambiance montagne était quand même là, et c'est ça qui faisait plaisir. Ensuite, j'ai fait mon ascension jusqu'au sommet de Wolf Creek. C'était 1000 mètres de dénivelé à peu près pour une bonne ascension en plein soleil. Il y a Cadet qui est descendu du véhicule pour terminer en courant avec moi, donc c'était cool. Voilà, ça fait plaisir. Et une fois qu'on a passé ça, on a basculé direction. Là, c'était vraiment le début, direction le Texas, quoi. Là on s'est retrouvé avec une météo vraiment changeante, on passait de grand soleil à tempête de grêle et putain, franchement ça se coud, hein, c'était vraiment particulier.
Ensuite, on a attaqué notre descente, on est arrivé sur des grands plats similaires au Kansas, mais en fait on était encore en altitude, à 1500-2000 mètres d'altitude, et c'était des espèces de faux plats descendants pour tirer jusqu'à l'entrée du Kansas. Il est passé là. Il est devant, non? Ouais. Bon, mais encore. C'est coup de barre monumental. Je peux rien faire sur le jeu. Par contre, je discute. Là, on a terminé vraiment les plus grosses difficultés de la course, le désert et puis les montagnes. Sauf qu'on s'attendait à arriver dans les grandes plaines avec souvent il y a le vent dans le dos et là ça roule, on avale des kilomètres. Et puis finalement, surprise, vent de travers, trois quarts face, on était scotché, on n'avançait rien et je luttais comme dans une montée, sauf que je roulais à 18 km/h sur du plat. Donc un peu déroutant, un peu décevant. Et donc ça fait mal au moral et aux jambes aussi. Donc on a fait ça pendant presque 2 jours et demi. Je suis arrivé à la TS23, il y avait beaucoup de spectateurs qui sont venus, ils avaient sorti les drapeaux français, tout ça. C'est assez rigolo, les gens qui font le déplacement pour venir me voir alors que on ne connaît pas trop. Donc c'était cool, c'était une caserne de pompiers qu'ils avaient utilisée pour nous faire de la place. Donc voilà, là j'ai mangé, fait une petite sieste et je suis reparti balle neuve. Allez, c'est bien! C'est bien, Cucu! On va mettre des glaçons dedans. Super, ça les aime. Donc là, au 7e jour, on quitte gentiment le Kansas et puis petit à petit, on rentre dans les zones qui sont mine de rien un peu plus habitées. Il y a plus de trafic, plus de bruit, plus de monde. Et puis nous, on a plus de fatigue, tout ça. Donc ouais, on rentrait dans une phase encore différente, mais ça faisait partie de l'aventure. Il avait plusieurs coups de barre. Il en avait un peu début de la nuit, on va dire, vers 22h, où ça allait quand même, mais on voyait qu'il avait envie de dormir, en fait, de faire sa nuit. Ensuite, le deuxième, c'était vers 4h du matin. Pas évident même pour nous, parce qu'on était quand même fatigués. Donc vers 4h, voilà, fallait lui parler, fallait l'encourager, le motiver. On a fait que déconner, c'était vraiment marrant. Et le plus dur, c'était le coup de barre de 7h. Celui où il fait jour, mais le soleil n'est pas encore là. Il arrive un petit peu. Et dès qu'il montre le bout de son nez, le soleil, et ben là, énorme coup de barre. Donc pour Valentin, sur le vélo, parce que il est exténué, c'est normal, mais aussi pour nous. Et là, en fait, c'est hyper compliqué de maintenir éveillé Val, qui est sur son vélo, et de nous maintenir éveillés, alors qu'on est dans la voiture et qu'on le suit. Et là, c'était mortel, parce que du coup, tout le monde s'endormait dans la voiture. On était comme des épaves. Mais du coup, il fallait se motiver et se réveiller pour Val, en fait. On était surtout là pour lui. Et fallait se motiver à fond, quoi. En fait, traverser l'Amérique comme ça, c'est vraiment d'un côté fascinant et d'un autre côté un poil frustrant. Parce qu'en fait, on voit des paysages de fou, des choses exceptionnelles qu'on voit nulle part ailleurs. Mais en même temps, on n'a pas le temps de s'arrêter, se poser vraiment et d'en profiter pour de vrai. Donc c'est un petit peu paradoxal.
et tout ce qui est vraiment les grandes plaines, le Kansas, le Missouri, tout ça, c'est des zones où il n'y a pas de tourisme. Il n'y a jamais de personne qui va visiter ces grandes plaines, ces fermes immenses, les villages abandonnés. Et ça, vraiment, c'était un truc, c'est pas quelque chose de commun. Et le fait de l'avoir traversé quand même, bah, c'était un peu une chance, quoi. J'ai eu beaucoup de supporters, un peu comme si j'étais une star, des gens qui venaient de n'importe où, avec des déguisements français, des drapeaux de la France, des voitures maquillées, enfin plein d'encouragements en tout genre. Donc, c'était assez surprenant à chaque fois. Je me demandais ce qu'ils trouvaient intéressant dans le suivi de cette course. Mais ils étaient là au time station, ils m'attendaient, ils me cherchaient, ils me regardaient sur la carte. Donc c'était assez rigolo. Pendant que Val roulait tranquillement sur son petit vélo, nous on a eu des petites galères avec le camping-car, mais rien de trop grave, une belle crevaison. Du coup j'ai fait mon plus bel accent américain et on a trouvé un garage qui a bien voulu nous prendre en charge tout de suite. Et puis voilà quoi, on a perdu une petite heure et on était de nouveau sur la route. Avec tout le petit cumul de temps qu'on a perdu tout au long, du coup on est arrivé à Mississippi River au 3300e kilomètre avec presque 4 heures de retard. Donc là, petit coup pour le moral. Étonnamment, il n'y a personne qui est venu nous voir, qui nous a arrêtés. Donc on a fait les ignorants, on a continué la course, comme si de rien n'était. Voilà, avec en fond de tableau une petite idée de ce qui allait se passer, mais on a fermé les yeux, on a continué à faire ce qu'on arrivait à faire, on a pédalé. Bon voilà, c'est parti. Allez, baf. Et si tu nord, c'est quoi le maître mot? On fait la race cross américain. Si ça va pas, on klaxonnera. Si ça va pas, on klaxonnera. Si ça klaxonne pas, Si ça va pas, on klaxonnera. ça va pas, on klaxonnera. Là, on se rapprochait un petit peu de l'objectif. On se rendait compte que ça allait être impossible ou alors vraiment limite. Donc on est quand même resté focus, on a continué à avancer. On s'était bien dit que quoi qu'il arrive, le but c'était de terminer le plus rapidement possible. Donc voilà, on s'est pas pris la tête avec ça, on a roulé avec en essayant d'oublier ces petites poignées d'heures qui nous manquaient. Et voilà. Est-ce que tu veux allonge-toi sur le dos comme les tests. Après Mississippi, tout le monde essayait de suivre et continuer. Et au final, leur état de fatigue, il se dégradait en même temps que le mien. Du coup, ils n'arrivaient pas forcément à me remettre bien. On perdait du temps à cause de ça. On tournait un peu en rond parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. Diminuer le temps de sommeil, mais en même temps, on était de plus en plus fatigué. Alors, voilà, c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, c'était un peu le début de la fin. Et là, après de nombreuses erreurs, de nombreuses chutes, de nombreux problèmes, on a reçu, enfin l'équipe a reçu un coup de fil d'organisation qui nous a dit que ça y est, on était officiellement out. Il nous restait 227 km. Et donc voilà, on était hors jeu. Il fallait qu'on enlève les gyros, qu'on rende les balises et qu'on rentre chez nous. Donc là, vu qu'on s'y attendait, ça a mis quand même un petit coup de massue, mais on s'est pas démotivé, on a tout laissé et on a dit qu'on irait rendre le traceur à l'arrivée, quoi qu'il arrive. Je roulais encore avec des catégories d'âge plus âgées,
qui eux avaient 21 heures de plus de temps que moi. Donc eux, pour eux, ils étaient encore dans les délais. Ils savaient que moi j'étais éliminé. Ils m'ont encouragé. Ils étaient contents de voir que je continue. Ils m'ont dit que c'était bien. Donc voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait jusqu'à la fin. En tout cas, on a rempli une grosse partie du contrat. C'était traverser l'Amérique à vélo, d'ouest en est. La petite astérix, c'était qu'il fallait faire moins de 12 jours. On a mis 12 jours et demi. Mais en tout cas, on a relié l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Et voilà, je pense qu'on est content de ça. Bien sûr, merci à toute mon équipe d'avoir fait le voyage et puis d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver cette aventure. Et je tenais à remercier déjà tous les partenaires et les sponsors qui nous ont aidés financièrement ou matériellement, qui nous ont fait confiance pour cette aventure, qui nous ont permis de réussir parce que sans ça c'était pas possible. Et puis un grand merci aussi à tout le soutien que j'ai eu par message et tout ce que j'ai reçu qui pouvait me faire plaisir pendant la course. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure avec nous. Du coup, en conclusion, je pense qu'il ne faut pas oublier pourquoi on est venu, c'est vivre une aventure de fou. On a quand même fait quelque chose hors norme. On a traversé l'Amérique à vélo en 12 jours et demi. Et donc voilà, le boulot est fait. On a quand même vu et vécu des trucs de fou. On a connu une nouvelle culture, un nouveau pays. Et on a traversé, on a vu les différences d'un état à l'autre. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder positif, c'est quand même énorme. Et c'est pour ça que je ne le prends pas vraiment comme une défaite. C'est simplement qu'on n'a pas coché la petite case résultat, mais le boulot est là et le travail était fait. Puis il y a un petit goût amer de la ligne d'arrivée qui n'est pas passée à temps. Donc il y aura peut-être un petit goût de reviens-y qui fait qu'on reviendra peut-être traverser l'Amérique dans les temps.